Si les métros permettent de se déplacer d'un quartier à un autre au sein d'une même ville, en France, il est rare que ces réseaux souterrains aillent au-delà de la proche banlieue. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. À Londres, Berlin ou encore Tokyo, la frontière entre métro et RER est parfois très floue. Qu'est-ce qu'un RER? Et qu'est-ce qu'il distingue justement d'un métro ou d'un train de banlieue? Salut, je m'appelle Tom et je parle de train et de géographie. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est un RER. Avec la révolution industrielle et la société de consommation, depuis une centaine d'années, les villes se sont étalées de façon démesurée autour de leur centre historique. Les banlieues sont devenues des cités dortoirs, entraînant des flux massifs vers le centre-ville le matin et à nouveau vers les banlieues le soir. Le mirage d'une maison avec jardin proche de la nature, mais pas trop loin du centre-ville, a créé des zones métropolitaines vastes et souvent sans cohérence, peuplées de gens travaillant dans le centre mais n'y vivant pas. Ce mode de vie à la Desperate Housewives est d'une part très ennuyeux, mais surtout, il exige de se déplacer constamment. Pour aller faire ses courses, chercher ses enfants à l'école, et bien sûr pour aller travailler. Si la voiture répond à une partie de ces flux, l'autre moitié, en Europe du moins, est absorbée par les transports en commun, et plus précisément le plus souvent par les trains de banlieue. Dès le 19e siècle, les étoiles ferroviaires des métropoles se sont parées de petites gares, permettant aux travailleurs de se rendre au centre-ville plus rapidement. Les premières lignes de banlieue naquirent à Londres, puis à Paris au tournant du XXe siècle, avec des trains appelés petits gris. Au fur et à mesure du temps, les villes vont organiser et structurer ces lignes en des réseaux locaux autour des grandes gares terminus, et desservant toutes les gares d'une ligne donnée jusqu'à la limite avec la campagne. Ces lignes, comme le Transilien à Paris, vont connaître un énorme succès et se moderniser au fil des décennies, jusqu'à devenir les systèmes que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a un problème avec ce type de train de banlieue. De 1, il sature le réseau grande ligne, en utilisant les mêmes sillons et les mêmes quais que ceux-ci. Et de 2, il ne traverse pas la ville de part en part, mais s'arrête à la gare terminus. Ce qui, avouons-le, n'est pas très pratique. La ville de Berlin fut pionnière en ce qui concerne ce problème, en ouvrant dès 1882 le chemin de fer Stadtbahn. Sur 14 km, il traverse la ville d'est en ouest, sur des viaducs et des remblais, en desservant de nombreuses gares, dont Alexanderplatz, et permettant aux voyageurs d'éviter autant que possible de changer de mode de transport pour atteindre leur destination finale dans la ville. Les trains de banlieue, tout comme les trains grande ligne, peuvent transiter par le centre de Berlin, puis continuer vers d'autres destinations. En 1930, Berlin décide de réunir toutes ces lignes de banlieue sous un même nom et un même logo commercial. S-Bahn, train S en français, qui signifie Stadtschnellbahn, train urbain rapide. Mais la création d'une infrastructure aérienne est lourde et peu pratique dans un centre-ville. Ça prend de la place et surtout, c'est pas vraiment le truc le plus élégant à admirer dans un centre-ville. C'est pour ça qu'en 1936, on inaugure le tunnel nord-sud du S-Bahn de Berlin, qui permet de remplacer les 2 gares butoirs où les trains s'arrêtaient précédemment et de rendre ce nouvel axe nord-sud très discret. Berlin est donc, d'une certaine manière, la première ville à avoir transformé ses trains de banlieue en un réseau de RER traversant, unifié et rapide. Ce modèle de réseau S-Bahn va se répandre dans toutes les villes allemandes après-guerre, puis dans tout le monde germanique, avec comme caractéristique propre un tunnel central sous le centre-ville et des lignes traversantes. En France, il faudra attendre 1977 et l'arrivée du tunnel traversant du métro régional parisien pour enfin permettre une desserte est-ouest efficace, sans rupture de charge, dans une des 6 grandes gares terminus de Paris. On peut désormais se rendre de la banlieue est parisienne à la banlieue ouest, et inversement, sans changer de train et sans effectuer une lourde correspondance pleine d'escaliers avec le métro. On construira ensuite plusieurs autres tunnels sous Paris pour accueillir d'autres lignes RER, la baie par exemple du nord au sud. On trouve pratiquement un tunnel par ligne, et c'est là où le modèle parisien s'éloigne quelque peu du modèle berlinois, pour donner son équivalent francophone, le RER. L'avantage, c'est qu'avec le RER, les flux suburbains sont répartis dans la ville via les différentes gares desservies, alors que les trains de banlieue, comme les Transiliens, saturent les gares terminus.
Le RER sert alors à la fois de métro rapide dans la ville-centre et de desserte fréquente des banlieues en dehors. Ce n'est pas le cas à Paris, mais à Berlin ou Bruxelles, les trains grandes lignes empruntent également le tunnel RER pour traverser la ville et continuer leur voyage. Une idée vraiment pas si bête quand on voit comment changer de TGV à Paris relève parfois du marathon. Tous les RER ne possèdent pas de tunnel, et dans des villes plus petites, la gare centrale existante suffit. Il faut juste qu'elle soit traversante et non butoir. Les nombreux réseaux suisses, comme à Lausanne, Berne ou encore Bâle, ne possèdent pas de tunnel. C'est donc ça qui différencie un train de banlieue, qui se contente d'apporter les banlieusards à la ville sans la traverser, alors qu'un RER est multi-usage et traverse la ville via une section centrale, souvent très fréquentée. Une deuxième particularité importante du RER, comme on a pu le voir à Berlin, c'est sa cohérence graphique pour les usagers. En France, par exemple, en dehors de Paris, les lignes suburbaines à Strasbourg, Bordeaux ou Lyon ne sont pas différenciées des TER. En Suisse ou en Allemagne, les RER de toutes les villes sont clairement identifiés par un logo. En Allemagne, c'est un grand S vert, mais en Suisse ou en Autriche, on en trouve une grande variété. Chaque ligne possède une couleur et un numéro précédé par la dénomination S. Un plan des lignes est également disponible dans chaque gare. Les trains RER sont différenciés des trains régionaux. Outre l'aspect esthétique de la chose, c'est avant tout pour permettre de créer un réseau unifié et logique, facilement identifiable pour l'utilisateur, qui reconnaît son RER en un coup d'œil. Ajoutons à ça que la présence d'une tarification harmonisée avec les transports urbains en zone tarifaire, où un seul billet permet de prendre à la fois bus, métro, tram et RER, et pas seulement dans la ville, mais dans toute l'agglomération. Une invention qui sonne comme un paradisiaque mirage pour les habitants des grandes métropoles françaises. C'est selon moi ce qu'il manque en France, hors de Paris, pour réellement développer de véritables réseaux de RER métropolitains. Ne pas sous-estimer l'importance de l'esthétique extérieure et de la différenciation des modes de transport, ainsi que de la compréhension globale du réseau. Un TER non cadencé, reliant une ville moyenne à une métropole en desservant au passage quelques gares mal entretenues dans sa périphérie, n'est pas un RER, ni même vraiment un train de banlieue. Oui, le TER Épinal-Strasbourg, je parle de toi. Pendant longtemps, l'accent a été mis sur la grande vitesse et sur Paris, au détriment des nœuds ferroviaires des autres métropoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gares de banlieue sont mal entretenues, mal desservies, mal reliées aux transports en commun urbains, et parfois même pas desservies du tout. Alors que les pays voisins de la France ont développé des lignes RER modernes et efficaces pour des villes parfois de taille très moyenne. La France a pris un retard considérable qu'elle mettra sûrement plusieurs décennies à rattraper. En Allemagne, on dénombre 14 réseaux de S-Bahn, 11 en Suisse, parfois dans des villes très petites, 8 en Italie, et seulement un vrai réseau en France, Paris, et 3 en développement, à Strasbourg, Lyon et Bordeaux. Je ne compte pas le RER de Genève, qui est centré sur une ville suisse. Au vu des exemples étrangers que j'ai cités, on voit que ce n'est pas vraiment la taille qui compte. Un réseau bien pensé sera forcément utilisé et achalandé à Paris, comme à Limoges ou Besançon. Qu'on les appelle des RER dans le monde francophone, des S-Bahn dans le monde germanique, ou des cercanías en Espagne, ces réseaux sont les artères de nos agglomérations européennes. En France, ils ont acquis une image peu reluisante, surtout à Paris, puisqu'en réalité, il n'existe littéralement aucun autre réseau de trains de banlieue en France, soyons sérieux. Le RER est le moyen de transport des classes populaires et des classes moyennes en direction de leur poste de travail, mais aussi un lieu accumulateur de tensions, de par la vétusté de ses infrastructures, la saturation des lignes en heure de pointe. Il est le catalyseur d'un mode de vie, clé d'entrée vers les banlieues aseptisées, parfois mortellement ennuyeuses. Avec le télétravail et la multipolarisation des villes, on peut se demander si les RER à la parisienne, centrés sur la ville-centre et les quartiers d'affaires uniquement, ont encore un avenir, ou si les réseaux vont se réorganiser vers une carte ressemblant un peu plus à Berlin, avec des lignes tangentielles et circulaires, en plus des lignes diamétrales. L'avenir nous le dira. En attendant, qu'est-ce que vous pensez du RER ? Est-ce que vous avez un réseau préféré ? Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.